Je suis donc appelé à faire un point sur ce processus pour vous éclairer et pour mieux apprécier la portée du PDDA en Afrique. Nous allons survoler par un bref aperçu sur la CAC, un aperçu sur le secteur agricole et la sécurité alimentaire, un aperçu sur la déclaration de Maputo et le PDDA, quels sont les rôles de la CAC. On fera un point sur l'état d'avancement et ainsi que les actes prioritaires qui sont retenus pour le PDDA régional. Nous évoquerons les freins à la mise en œuvre du processus en Afrique centrale. Nous voulions profiter de cette occasion pour rappeler, donner une brève photo de notre communauté, parce qu'il est souvent facile de comparer les différentes entités, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, pourquoi ça marche ailleurs, pourquoi ça ne marche pas ici. Mais il faut faire un retour dans l'histoire. Et dans le passé, qui nous rappelle donc notre communauté a pris naissance en 83 à Libreville, avec une entrée effective en vigueur en 84. Mais aussitôt après, la région a connu des troubles. 7 pays sur 11 étaient en guerre dans cette décennie en question. Et de 92 à 98, la CAC avait cessé pratiquement ses activités. Et nous voulions aussi rappeler que notre espace est caractérisé par la multi-appartenance. Donc sur les 10 États qui nous restent, parce que le Rwanda qui faisait partie est sorti de la CAC en 2006. Parmi les États qui restent donc, nous voulions rappeler que 6 sont à la CEMAC, Cameroun, Congo, RCA, Guinée équatoriale, Tchad, Gabon. 2 appartiennent en même temps à la CAC et à la SADC, il s'agit de l'Angola et de la RDC. 3 de nos États appartiennent en même temps à la CAC et au COMESA, il s'agit de l'Angola, du Burundi et de la RDC. 2 sont en même temps dans la CAC et à la CELSAD, il s'agit du Tchad et de la RCA. Nous évoquons la multi-appartenance parce que cette multi-appartenance a un impact et sur les budgets de ces États, parce que c'est difficile d'honorer des engagements auprès de plusieurs communautés en même temps. Et il y a aussi les impacts sur la mise en œuvre des programmes régionaux. Et le PDDA, dans le cadre du PDDA, il y a 2 de nos 10 États qui se sont rattachés au processus PDDA comme État. Je veux parler du Burundi et de la RDC. C'est pour cela que nous parlerons beaucoup plus des 8 autres pays, parce que c'est des découpages liés au processus des bailleurs de fonds. Parce que selon les bailleurs de fonds, vous verrez que les découpages des États, leurs liens avec leur communauté d'origine ne sont pas souvent les mêmes que les découpages dans le cadre des financements. Donc nous avons rappelé que l'espace est très important, plus de 6 millions d'habitants. On est à 140 millions en gros actuellement, dont 60% sont les ruraux. Et c'est une région dotée vraiment d'une grande diversité agroécologique. Et vous voyez donc notre espace donc, qui va du Tchad jusqu'à l'Angola, c'est le cœur de l'Afrique, avec toutes les spéculations possibles, depuis les spéculations sahariennes jusqu'aux spéculations côtières halieutiques, en passant par la savane, la forêt équatoriale profonde. Et en principe, notre sous-région ne devrait pas souffrir de la sous-alimentation. On ne devrait pas parler de l'insécurité alimentaire dans notre sous-région. Notre sous-région devrait être le grenier de l'Afrique. Mais malheureusement, la réalité est tout autre, parce que malgré les objectifs qui ont été assignés à la CAC en matière d'agriculture notamment, en ce qui concerne l'accroissement de la production et de la productivité, l'amélioration de la compétitivité,
la facilitation et le renforcement des échanges intracommunautaires, la garantie de la sécurité des approvisionnements et l'accessibilité des produits à des prix acceptables, la réduction de la pauvreté, notamment en milieu rural. Malgré tout ce mandat qui nous a été confié dans le cadre du traité, nous constatons toujours dans notre sous-région que l'agriculture ne contribue qu'à hauteur de 21% du produit intérieur brut, malgré la forte participation de la population à ce secteur, soit 70%, et il ne procure que 9% des recettes d'exportation, parce que ce secteur n'a pas été privilégié dans les programmes d'investissement nationaux au profit des secteurs miniers et pétroliers. Et ici, suite à la déclaration de Maputo qui a été faite depuis 2003, une évaluation fait apparaître que la plupart de nos États sont à moins de 5% de leurs budgets nationaux alloués à l'agriculture. Moins de 5%. Et les ouvriers font face aux défis de productivité et de compétitivité parce que les politiques étaient orientées et sont pour la plupart encore orientées sur les cultures de rente et les cultures d'exportation au détriment des ouvriers. Nous sommes donc dans une région avec une sécurité alimentaire fragile. L'exode rural continue. Le taux d'urbanisation continue à s'accroître avec des conséquences sur les habitudes alimentaires extraverties. Parce que le rural, quand il devient urbain, il change d'habitude alimentaire. Et malheureusement, c'est des habitudes alimentaires orientées vers les produits importés. Donc les États sont obligés de s'adresser sur le marché extérieur pour approvisionner les urbains. La disponibilité alimentaire donc au niveau de nos pays est basée sur les importations au détriment des productions locales. Parce que la disponibilité alimentaire est basée sur trois axes. Il y a la production locale, il y a les importations et il y a l'aide alimentaire. Production locale, importation, aide alimentaire. Beaucoup de nos pays orientent leur disponibilité sur les importations et les pays en crise comptent sur l'aide alimentaire, tout ça au détriment des productions locales. Donc vous verrez que nous sommes donc dans un espace où les pays importent, où la plupart des pays sont importateurs nets de produits vivriers, avec des taux de dépendance allant jusqu'à 50% pour couvrir leurs besoins alimentaires. Donc nous avons des populations sous-alimentées, surtout dans les pays en situation de conflit. Donc vous voyez que sur ces histogrammes, vous avez la contribution du secteur agricole au PIB. Vous verrez que la plupart des pays producteurs de pétrole, notamment l'Angola, le Congo, le Gabon, pour ces pays, la Guinée équatoriale, la contribution de l'agriculture au PIB est très très faible, contrairement à d'autres pays qui font un mix agriculture-pétrole ou bien purement agriculture. Et on a donc ici la proportion des populations travaillant dans le secteur, mais surtout le pourcentage de la population sous-alimentée qui est représenté ici. Et vous voyez nettement que le facteur conflit, guerre et trouble reste fondamental comme facteur clé de l'insécurité alimentaire. Donc tous les pays qui sont passés par les conflits et les guerres ces dernières années ont une forte proportion des populations sous-alimentées. Vous voyez l'Angola, le Burundi, la RDC, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Tchad. C'est l'impact de la guerre. Donc l'insécurité alimentaire persistante dans ce pays a pour cause principale les conflits armés qui en général désorganisent toutes les structures de production et les pays restent dans une phase de réhabilitation pendant un certain temps au détriment des programmes de développement. Parce que toutes les structures sont détruites dans ces pays-là et la reconstitution du secteur agricole prend du temps.
Alors, le secteur agricole de notre sous-région, bien sûr, je disais tout à l'heure que les politiques ont privilégié les cultures industrielles, les conflits armés ont prédominé, il y a aussi les maladies invalidantes, VIH, sida, paludisme, qui touchent en général le secteur, les populations rurales, qui restent les premières victimes de ces maladies. Et l'absence de mécanisation, l'exode rural continue, le sous-investissement, je l'ai rappelé, la recherche agricole dans notre sous-région reste faible, parce qu'elle n'est pas appuyée, organisée, et il y a beaucoup de chercheurs qui ont quitté la recherche pour aller vers d'autres activités plus rémunérateurs et plus stables. L'emploi des intrants reste faible, les zones de production sont enclavées, et l'accès à la terre continue à poser des sérieux problèmes, notamment pour les femmes et les jeunes. Je crois qu'actuellement le débat sur le foncier est d'actualité dans notre sous-région. Et les obstacles à l'intégration régionale et au commerce agricole, parce que la libre circulation reste toujours un problème d'actualité. Quand on ne peut pas circuler librement d'un pays à un autre, on ne peut pas échanger sa production. Donc il reste d'actualité. Alors, face à ce tableau qui paraît quand même assez sombre, il faut se dire que nous n'avons pas baissé les bras et les autorités de notre sous-région nous ont engagés dans des initiatives très fortes que nous allons rappeler brièvement ici, notamment le programme régional de sécurité alimentaire qui a été élaboré depuis 2004, d'abord au niveau de la CAC et de la CEMAC, et il a été fusionné en un seul programme qu'on appelle le programme régional de sécurité alimentaire de l'Afrique centrale. La politique agricole commune, qui est à l'ordre du jour ce jour, le Fonds spécial régional pour le développement agricole, qui est une initiative issue de la crise alimentaire de 2008. Ce fonds, juridiquement, il existe, parce qu'il y a eu une décision des chefs d'État qui l'a créé. Donc, un compte a été ouvert à la Citibank Libreville. Certains États ont apporté, 4 États sur 10 ont apporté leur contribution initiale de l'ordre de 200 millions de francs CFA pour initier et avancer dans l'étude de faisabilité de ce fonds. L'étude a été faite, il a été validé et nous allons partir très prochainement en réunion avec les ministères des Finances pour adopter le schéma d'opérationnalisation de ce fonds. Ensuite, nous sommes avec la FAO dans la réglementation phytosanitaire commune dans les États, parce que pour faciliter les échanges dans la sous-région, il faut quand même avoir des documents uniques de contrôle phytosanitaire pour que les produits qui passent d'un pays à un autre ne puissent pas être soumis à des tracasseries, surtout théoriques, sans base documentaire. Donc nous avons fait aussi, nous étions aussi dans les initiatives sur la mise en place des comités SPS, la gouvernance vétérinaire, les stratégies régionales coton, textile, confection, qui concernent 4 pays, le Tchad, 5 pays, le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine, la RDC et le Burundi. La stratégie café qui vient d'être validée à Douala la semaine dernière, et bien sûr le PDDA qui nous réunit ici. Alors le PDDA est parti de la déclaration de Maputo. Je voudrais savoir dans la salle combien de participants ici dans cette salle ont pris contact physiquement avec ce document de la déclaration de Maputo. Levez le doigt s'il vous plaît. Levez le doigt. Quels sont ceux qui ont pris connaissance de la déclaration de Maputo? En gros 50% de 60% de la population participants. Bon, vous voyez que il y a des efforts à faire pour la vulgarisation de ce document. Parce que le PDDA est né de la déclaration de Maputo, qui lui-même est parti d'un constat. On a constaté que 30% à l'époque déjà, 2003, 30% de la population de l'Afrique souffrait de malnutrition chronique et aiguë. Que l'Afrique était importateur net de produits alimentaires. Que l'Afrique était le principal bénéficiaire de l'aide alimentaire. Et
Et face à cette situation, donc, les États de l'Afrique, dans le cadre de l'Union africaine, se sont engagés à faire de l'agriculture le moteur de l'économie. Donc, ils ont opté pour ce cadre de mise en œuvre des projets pilotes et des plans d'action de développement agricole, tant au niveau national et régional, et ont convenu donc d'adopter des politiques de développement agricole et rural et d'allouer chaque année au moins 10% des budgets nationaux à la mise en œuvre de ces politiques-là pour un délai de 5 ans. Donc, dans la déclaration de Maputo, c'était une échéance 2003-2008 et un bilan devrait être fait en 2008. Donc, c'était ça le contenu de la déclaration de Maputo, qui avait une vision. C'était d'obtenir un taux de croissance moyen de la production agricole de 6%, avec des marchés agricoles dynamiques, avec des producteurs intégrés dans l'économie de marché et avec des méthodes de production respectueuses de l'environnement. Et la mission du PDDA était donc de créer des engagements pour investir au moins les 10% et atteindre les 6% de croissance, promouvoir les analyses d'alternatives, renforcer les capacités de planification et de mise en œuvre, garantir une responsabilité mutuelle des résultats. Et le processus du PDDA, c'est la co-responsabilité. Les différents acteurs sont tous co-responsables de la mise en œuvre du PDDA dans leur espace. Et l'alignement des gouvernements et des partenaires techniques et financiers aux priorités nationales et au processus de mobilisation des ressources. Le PDDA devrait se baser sur les priorités nationales. Et l'extérieur, les partenaires, tout le monde doit s'aligner sur ces priorités nationales. Alors, nous, au niveau de la communauté, nous avions donc un rôle qui se décline d'abord en titre de rappel, c'est que nous étions partie prenante du PDDA depuis 2002. La CAC est en sorte membre fondateur du PDDA. Moi qui vous parle, j'étais à la déclaration de Maputo en 2003. Donc ça signifie que dans notre espace, nous n'étions pas à l'écart du processus, mais nous avions d'autres problèmes qui ne nous ont pas permis d'atteindre le niveau que les autres espaces ont atteint. Et nous avions donc un rôle de lobbying, de plaidoyer pour l'agenda du PDDA au niveau des pays. Et nous avons le rôle de pousser à démarrer le processus au niveau des pays. Nous avons des rôles de coordination, de facilitation, de conduite du processus et de plaidoyer tant auprès des gouvernements que des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des financements. Et actuellement, dans notre sous-région, nous voudrions vous présenter ce tableau de synthèse et vous rappeler que le processus de PDDA, c'est une démarche en plusieurs étapes. On ne sort pas le document du PDDA d'un seul coup. On commence dans un pays par les activités qu'on a alignées à gauche, qui commencent par obtenir auprès du gouvernement une lettre d'engagement. Le gouvernement doit écrire à la CAC et à l'Union africaine pour dire à partir d'aujourd'hui, je suis décidé à m'impliquer à respecter la déclaration de Maputo, à m'aligner dans le PDDA et à mettre toutes mes stratégies nationales dans le cadre du PDDA. Ça, c'est la première démarche. Deuxième étape, le gouvernement désigne un point focal. Et c'est là où souvent il y a des difficultés, parce que quand le ministère de l'Agriculture désigne son point focal, celui de la pêche dit que je ne suis pas concerné par le PDDA parce que le point focal est là-bas à l'agriculture. L'élevage dit que je ne suis pas concerné parce que le point focal est là-bas à l'agriculture. C'est parfois plusieurs missions de la CAC auprès des États pour obtenir la désignation d'un point focal. Mais ici encore, les points focaux ne sont pas souvent stables. Il y a des problèmes là qui se posent. Parce que vous avez un point focal cette année, l'année d'après, vous pouvez avoir un autre point focal. Ensuite, on lance donc un atelier officiel pour permettre au pays d'adopter sa feuille de route. Et
quatrième étape, où cette étape aurait pu être mise aussitôt après, c'est la mise en place de l'équipe pays. Pour les anglophones, c'est le council team. Donc, un texte de très haute portée, pris par au moins le Premier ministre, permet de désigner les différents ministères clés et les différents acteurs du pays dans l'équipe pays. Donc, vous avez tous les représentants des ministères clés sont dans ce qu'on appelle l'équipe pays mis en place par un texte de portée nationale. Ce texte, le ministre de l'Agriculture ne peut pas le prendre parce que les autres ministères sont concernés. Donc souvent on obtient le texte du Premier ministre. Donc à partir de là maintenant, on a les activités de préparation de documents de la table ronde. Pour la phase de la table ronde, organiser une table ronde, signer un document qu'on appelle le pacte PDDA dans lequel sont consignées les priorités sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord. Et ce document doit porter la signature et des gouvernements et des acteurs non étatiques et des partenaires techniques et financiers et de l'Union africaine et de la CAC. Donc c'est une grande cérémonie nationale au cours pendant laquelle on signe ce document qu'on appelle le pacte. Et les anglophones appellent ça compact, nous les francophones on appelle pacte, certains pays de l'espace francophone appellent charte, ainsi de suite. Donc sur cette base maintenant, le pays formule son programme d'investissement agricole, c'est-à-dire les priorités qui sont consignées dans le pacte sont traduites en programme costé avec des coûts pour sortir ce qu'on appelle le programme national d'investissement agricole. Et ce programme national d'investissement agricole passe par une étape qu'on appelle la revue externe. L'Union africaine, le NEPAD, envoie des experts dans ce pays pour s'asseoir, pour regarder ce document de programme national d'investissement, pour voir s'il répond aux objectifs et aux visions du PDDA, aux piliers du PDDA, et s'il est un document de qualité. Parce que la qualité aussi du programme national d'investissement, c'est la base. Donc, après cela maintenant, le document est présenté à la réunion de mobilisation de ressources, la conférence des bailleurs de fonds en sorte, pour que chaque bailleur de fonds s'assied et regarde s'il peut contribuer et dans quel secteur et à hauteur de combien. Et on fait donc cette réunion, on voit donc maintenant à partir de là la part que l'État apporte, la part que les partenaires apportent. Et s'il y a une différence, ça permet à l'État d'aller vers d'autres sources complémentaires, notamment au niveau du G8, du G20, les fonds pour la sécurité alimentaire, ainsi de suite. Mais pour accéder à ces fonds du G8 et du G20, il faut que le pays ait son programme national d'investissement agricole. Vous voyez que le PDDA, PNIA et autres deviennent de plus en plus des préalables. Un pays qui n'a pas son PNIA, PDDA n'accédera pas aux ressources extérieures, notamment du G8, du G20 et des autres partenaires. Donc, nous avons résumé ici pour les différents pays la situation. Vous voyez que la plupart des pays ont leur feuille de route et actuellement ils sont tous en train de préparer les tables rondes. Donc, l'Angola est en train de préparer ses documents pour la table ronde. Le Burundi a bouclé. C'est le premier pays parmi les 10 à boucler depuis 2012. Et le Burundi a pu même accéder au fonds complémentaire du G8 déjà. C'est le premier pays de notre espace. Comme les anglophones aiment bien dire champion, c'est le pays champion de notre espace. Suivi de près par la RCA. Normalement, la RCA aurait dû tenir son business meeting en décembre dernier. Nous, c'était les événements, parce qu'ils ont le programme national d'investissement depuis le mois de juin, juillet, depuis le mois d'août 2012. Mais c'est pour vous dire que la paix et la sécurité, c'est la base de tout. Tout ce qu'on est en train de faire, si dans un pays il n'y a pas la paix, ben, rien ne peut avancer. Donc la République centrafricaine est actuellement bloquée parce que même il y a 3 semaines, les gens étaient en train de préparer le calendrier pour organiser
le business meeting, quand les derniers soubresauts sont arrivés précipitamment, l'expert de la TAC qui était à Bangui en mission était obligé de sauter dans le premier avion pour sortir de Bangui. Et la situation est bloquée actuellement au niveau de la République centrafricaine. La RDC, il y a un atelier de validation, il y a eu déjà un atelier de validation de son programme national d'investissement et d'ici le mois de mai, ils vont avoir leur business meeting. Et tous les autres pays sont actuellement en train d'entrer dans l'agenda ultime de l'année 2013. Ça, c'est la dernière occasion donnée à nos États pour boucler en 2013 tout leur processus. Donc l'Angola va signer prévoit signer son pacte. L'étoile, c'est la signature des pactes, et le rectangle, c'est l'adoption des programmes nationaux d'investissement agricole. Donc l'Angola, son agenda c'est juin, pacte, octobre, programme national d'investissement. Le Cameroun, avril, pacte, et juillet, programme national d'investissement. Le Congo-Brazzaville, mai, pacte, septembre, programme national d'investissement. Le Gabon, avril, mais la date que le Gabon vient de fixer déjà sa date au 6 mai en Conseil des ministres. Donc le Gabon est en train de... Et le cas spécifique du Gabon, c'est le dernier pays à adopter sa feuille de route, mais la volonté politique s'est déclenchée à une vitesse telle qu'on nous a imposé une vitesse supérieure aux autres pays, et le Gabon, le 6 mai, va signer son pacte. Le Conseil des ministres a décidé il y a une semaine. Et en octobre, en juillet au plus tard, le Gabon va avoir son programme national d'investissement agricole. La Guinée équatoriale a prévu pour juin pacte et octobre PNIA. Le Sao Tomé, juillet pacte, novembre PNIA. Et Tchad, mai pacte et septembre PNIA. La région est en train a prévu avril, pacte et juillet PNIA. Donc ça c'est le calendrier des retardataires et qui doivent se rattraper en 2013. Vous voyez que le programme est chargé pour 2013. Et pour le régional, donc nous avons identifié des axes les axes pour notre programme du PDDA régional qui visent le foncier, la sécurité alimentaire, le stockage régional et la facilitation des échanges, le développement des filières, la promotion des produits forestiers non ligneux. Et je m'arrête ici une seconde parce que la foresterie qui fait partie du PDDA, c'est surtout sous son axe produits forestiers non ligneux. Et les PFNL sont les composantes très importantes des activités de la sécurité alimentaire dans notre sous-région. Donc c'est pour cela que nous tenons à ce que les ministères dans nos pays, les ministères en charge des eaux et forêts, soient effectivement partie prenante du PDDA, pas à cause du bois, mais à cause des produits forestiers non ligneux, les chenilles, les hauts-porcs, les indiens, tous les produits que vous connaissez en termes de produits forestiers non ligneux, le tafou et autres, donc qui contribuent énormément dans la sécurité alimentaire sous-régionale. Donc il y a les pêches, aussi l'économie pastorale, le fonds spécial, le fonds régional agricole et le renforcement des capacités des institutions régionales. Alors, pourquoi depuis 10 ans ça n'a pas avancé dans notre sous-région? Outre les problèmes de volonté politique, on a eu des problèmes de vulgarisation du PDDA. Parce que pour que ce terme passe, il fallait des documents de communication. Et on a commencé à recevoir dans notre espace des documents en anglais au départ. La plupart de nos États sont francophones, sauf le Cameroun qui a ce privilège d'être bilingue. Les documents initiaux du PDDA étaient en anglais. Donc la compréhension du processus était difficile. Il a fallu que nous, CAT, on insiste longtemps auprès de l'Union africaine pour obtenir les documents en portugais
Et nous-mêmes, on venait de traduire le document français en espagnol, notamment pour Sao Tomé et l'Angola pour la partie portugaise et Guinée équatoriale pour le document en espagnol. Nous avions eu des problèmes aussi pour obtenir la volonté politique. Parce que si la RCA a été très vite, c'est que nous avions constaté au niveau local la ferme volonté politique, parce que le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture faisaient du PDDA leur activité hebdomadaire. Donc la volonté politique est fondamentale. Et il y a eu aussi des conflits de leadership ministériel. Comme je vous disais, certains voulaient tirer le PDDA de son côté. Et il y avait aussi des problèmes de clarification des liens entre programmes nationaux de sécurité alimentaire et PDDA. Certains pays voudraient rester seulement à leur PNSA. Je voudrais citer le cas du Tchad où on a eu vraiment de la difficulté à amener le Tchad dans le PDDA parce qu'eux, ils étaient attachés à leur programme national de sécurité alimentaire pour lequel ils avaient mobilisé d'importantes ressources nationales et sur lesquelles ils avaient des agendas. Donc, ils ne voyaient pas comment le PDDA pourrait encore s'arrimer au PDDA, mais de débat en débat, on a obtenu leur adhésion, mais au début, ce n'était pas facile. Donc tout ça, ça a créé une faible appropriation nationale. Et le problème d'appropriation continue à se poser parce que le PDDA, c'est une initiative africaine tirée par les Africains pour les Africains. Mais quand on va dans les pays, les acteurs du pays pensent que c'est nous, communauté, et l'Union africaine qui avons amené cette affaire-là sur eux, alors que c'est leur engagement à Maputo en 2003. C'est les États africains, y compris les vôtres. Donc ce sont des initiatives africaines conduites par les Africains, mais ce n'était pas facile. Nous avions des problèmes au niveau du rôle des points focaux nationaux, qui avaient des problèmes de capacité pour maîtriser même le processus. Et eux-mêmes, ils étaient dans plusieurs activités, ce qui fait que c'était toujours pas facile. Il y a le problème d'instabilité des points focaux. C'est valable pour tous les cadres. Il y avait des problèmes de moyens matériels. Et nous, quand on a eu donc l'appui de la Banque mondiale, on était obligé d'équiper tous les points focaux en matériel informatique et en mettant même à leur disposition des modems pour accéder à l'Internet, parce que les communications avec les points focaux posaient problème. Et le problème aussi, c'est que le PDDA ne bénéficiait pas de l'appui financier des États. La plupart des ministères de l'Agriculture n'ont aucune ligne budgétaire PDDA. Donc, depuis 10 ans, si vous n'avez même pas inscrit le PDDA dans vos lignes budgétaires au niveau de l'agriculture, comment le processus peut avancer au niveau des pays? Bon. Donc, il y a les ressources humaines nationales et régionales. Hein. Au niveau de la CAP, il a fallu que la Banque mondiale nous accorde un don de 3 900 000 $ en 2010 pour recruter des experts, pour me renforcer, parce que pendant 10 ans, moi, je suis resté tout seul cadre chargé de l'agriculture dans une institution qui s'occupe de 10 États. Bon, et les problèmes de ressources humaines qui se posent au niveau des États se posent aussi au niveau des communautés. Donc ce n'est pas toujours facile de conduire un processus quand on n'est pas renforcé. Donc en conclusion, le PDDA concrétisera la mise en œuvre de la déclaration de Maputo, mais il faut un engagement politique de haut niveau, un alignement des partenaires techniques et financiers aux priorités nationales et une coordination aussi des partenaires techniques et financiers, un dialogue permanent entre acteurs, une appropriation et un leadership national. Et le PDDA, c'est pour atteindre un financement basé sur les ressources endogènes. Donc les ressources nationales doivent être priorisées et l'extérieur devra apporter complément. Alors si au niveau de votre pays, vous ne veillez pas à ce qu'il y ait une forte mobilisation des ressources nationales, mais les problèmes qu'on a connus avant vont se poser. Parce que si l'extérieur vient avec son argent, l'extérieur viendra avec son personnel, avec sa vision, avec tout ce qu'il y a comme cohorte, et les objectifs du PDDA ne seront pas
atteint. Sur ce, je vous remercie de votre bien aimable attention.